La présidente, merci mesdames et messieurs membres du Conseil de sécurité. Merci à madame Gagnon de son exposé. Je donne à présent la parole à monsieur Tom Fletcher. Merci madame la présidente. Mon intervention portera aujourd'hui sur deux questions. La situation humanitaire en Afghanistan et la dérogation humanitaire en vertu de la résolution 2615. Comme je l'ai constaté lors de ma visite à Kaboul, Kandahar et Kunduz plus tôt cette année, les chocs cumulés, les politiques limitant les droits des femmes et des filles, l'impact de décennies de conflits, la pauvreté chronique et cette année, une diminution de l'assistance ont plongé l'Afghanistan dans une grave crise humanitaire. Près de 22 millions de personnes auront besoin d'assistance en 2026. L'Afghanistan arrive donc en troisième position après le Soudan et le Yémen. Nous demandons 1,7 milliard de dollars pour venir en aide à 17,5 millions de personnes. Toutefois, face à la réalité du financement, nous avons redéfini les priorités de notre plan pour venir en aide à 3,9 millions de personnes qui ont de toute urgence besoin d'une aide critique. Pour la première fois en 4 ans, le nombre de personnes en proie à la famine a augmenté, un chiffre qui atteint désormais 17,4 millions de personnes. Les services essentiels, qui déjà étaient insuffisants et inégaux dans le pays, atteignent un point de non-retour alors que les réfugiés afghans reviennent en Afghanistan en grand nombre. Sur les 2,6 millions d'Afghans revenus en 2025, on arrive pour ces 2 dernières années à 4 millions d'Afghans rapatriés. La situation de ces rapatriés est des plus précaires. De nombreux d'entre eux arrivent sans biens, sont accueillis par des communautés en difficulté qui ne sont pas équipées pour les accueillir dans une économie qui ne peut pas leur fournir les services nécessaires. Les femmes et les enfants représentent 60% des rapatriés cette année. Et bien entendu, revenir dans un pays où les femmes et les filles n'ont pas de possibilité d'étudier, de travailler, voire même dans certains cas de recevoir des soins de santé problématiques. Alors que 2,5 millions d'Afghans vivent encore au Pakistan, une écrasante majorité d'entre eux ont vu d'ailleurs leur statut juridique dans le pays annulé. L'impact potentiel d'autres rapatriements massifs nous inquiète. Madame la Présidente, en août et à nouveau en novembre, l'Afghanistan a subi 2 grands séismes qui ont tué des milliers de personnes, endommagé des milliers de maisons, détruit des villages entiers. En outre, la sécheresse a frappé le pays, y compris en hiver, et a touché directement 3,4 millions de personnes, a conduit à une diminution des récoltes et à un épuisement des eaux souterraines. Madame la Présidente, malgré de maigres financements, l'ONU et ses partenaires ont continué de travailler au mieux grâce au CERF géré par l'OCHA. Et à ce sujet, d'ailleurs, je remercie celles et ceux d'entre vous qui avaient annoncé contribuer au fonds de 2026 hier. Nous avons pu décaisser 40 millions de dollars de financement supplémentaire pour appuyer l'augmentation des rapatriés, la réaction après le séisme et les mesures de préparation pour échapper au pire de la sécheresse. Cependant, les restrictions croissantes imposées aux droits humains, notamment aux travailleuses afghanes, n'ont fait que compliquer la vie des Afghans et n'ont fait que nuire davantage au déroulement de nos opérations. Madame Negri nous en dira davantage dans quelques instants. Début septembre, comme vous l'avez entendu, et les femmes afghanes travaillant pour l'ONU n'ont plus pu avoir accès aux locaux de l'ONU. C'est inacceptable. Après 3 mois, les restrictions restent d'actualité. Les femmes et les hommes continuent d'aider les communautés touchées, mais l'absence de femmes sur le lieu de travail vient encore nous rappeler les restrictions inacceptables auxquelles font face les Afghanes. Je voudrais remercier nos remarquables collègues féminines qui font un travail extraordinaire en notre nom à tous et toutes. Fin octobre, une nouvelle restriction a été imposée. Pratiquement toutes les travailleuses
humanitaires afghanes n'ont plus pu travailler au centre d'accueil d'Islam Kala à la frontière iranienne où des milliers de rapatriés arrivaient chaque jour, ce qui a restreint l'accès des femmes aux services de santé et de protection pourtant essentiels. Nous avons pu permettre la reprise du travail pour un petit nombre de travailleuses sanitaires et pour quelques services sanitaires absolument essentiels, mais les opérations restent temporairement suspendues. Je me fais l'écho du secrétaire général qui appelle les autorités de facto à lever les restrictions et à permettre aux travailleuses de mener des activités en toute sécurité dans tous les domaines de notre intervention. Nous en avons besoin, l'Afghanistan a besoin d'elles. Une partie de notre financement va d'ailleurs aux organisations d'assistance de femmes. J'en viens à la résolution 2615. Et c'est notre 8e exposé devant le Conseil sur ce rapport. Les vivres, l'eau, les médicaments et d'autres formes d'assistance ont continué d'arriver en Afghanistan grâce aux dérogations humanitaires prévues par la résolution, ce qui a permis de soulager les souffrances et de sauver des vies. Nous l'avons déjà dit, les dérogations humanitaires couvrent des paiements opérationnels nécessaires au soutien humanitaire, notamment à la location des locaux publics, à la levée des taxes ou de l'impôt sur le revenu du personnel des ONG, sur l'eau, l'électricité. Ça permet de payer les visas, les permis de travail. L'ONU ne doit pas payer d'impôts en Afghanistan, mais il y a des coûts imposés à toutes les opérations humanitaires depuis que les talibans se sont emparés de l'Afghanistan, indispensables au bon déroulement des opérations humanitaires. Madame la Présidente, nous travaillons dans un environnement extrêmement complexe. Nous sommes exposés à des risques financiers, opérationnels pour notre réputation. Il y a également des pressions pour modifier les listes de bénéficiaires, des entraves bureaucratiques administratives qui ralentissent la fourniture de l'assistance, des manœuvres visant à influencer la sélection du personnel, les vacataires, des restrictions imposées aux femmes afghanes et le risque de détournement de l'aide. Bien entendu, nous sommes conscients de ces risques et nous nous efforçons d'y réagir. Nous renforçons en permanence nos systèmes d'atténuation des risques, nous renforçons les capacités, nous veillons à ce que toutes les questions fassent l'objet d'une enquête rapide et transparente. La communauté humanitaire s'efforce en permanence de veiller à ce que l'aide parvienne aux bénéficiaires tout en limitant le risque de gaspillage, de fraude et d'abus. Nous prenons des mesures afin d'éviter le détournement dans toutes nos opérations conformément aux pratiques exemplaires en la matière. Rien que l'année dernière, nous avons renforcé les efforts d'atténuation des risques en créant plusieurs cadres de gestion des risques, notamment dans le cas des entités, fonds et programmes, et en mettant régulièrement à jour et en intégrant des éléments dans le modèle d'atténuation des risques communs pour l'Afghanistan. Nous avons renforcé la surveillance après la distribution en veillant à ce que 15% des transferts en espèces fassent l'objet de vérifications pour éviter toute irrégularité. Nous utilisons des systèmes de vérification de l'identité ou d'authentification biométrique. C'est une pratique standard. Nous numérisons les outils de distribution en espèces pour réduire les risques de manipulation. Nous vérifions les prestataires de services financiers et nous créons des mécanismes de retour et de plainte interinstitutionnelle permettant aux bénéficiaires de faire état de toute suspicion de détournement. En cas de détournement, les entités cessent les distributions, travaillent avec les autorités de facto au niveau central et régional et les opérations ne reprennent que lorsque la conformité a été garantie. Grâce à toutes ces mesures, je suis d'avis que le dialogue avec les autorités de facto au niveau central et local est absolument essentiel, de sorte à préserver l'impartialité de notre riposte et l'indépendance des vacataires, partenaires et dans la sélection du personnel. Toutes ces mesures vont dans le sens de la résolution 2615 du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, alors que la fin de l'année approche, le sous-financement nous a contraints à suspendre des services et à revoir à la baisse l'aide de fournir des millions de personnes, ce qui a eu des conséquences tragiques. Je serai plus spécifique. Cet hiver sera la première année sans distribution alimentaire internationale. Par voie de conséquence, près d'1 million des plus vulnérables
1 million seulement auront reçu une aide alimentaire pendant la saison 2025 par rapport à 5,6 millions pour la même période en 2024. 1,1 million d'enfants n'ont pas accès aux services nutritionnels pourtant essentiels, alors que 305 centres de prestations de services nutritionnels ont été fermés. 3,7 millions d'enfants ont besoin d'aide nutritionnelle. 1,7 million risquent de mourir s'ils ne sont pas traités. Les résultats seront donc catastrophiques. 1,7 million risquant de mourir. 422 centres de santé ont été fermés en 2025. 3 millions de personnes se retrouvent sans accès à des soins essentiels. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont continué de soutenir l'Afghanistan. S'agissant de 2026, il risque d'y avoir encore une diminution de l'aide vitale à un moment où l'insécurité alimentaire, les besoins sanitaires, les services fondamentaux sont mis à mal et les risques de protection vont augmenter. 3 demandes à l'endroit du Conseil de sécurité. Premièrement, continuer d'appuyer la mise en œuvre de la résolution 2615, une résolution qui est très claire, ce qui est nécessaire à notre action humanitaire. Deuxièmement, et je n'insisterai jamais assez sur ce point, insister pour que les travailleuses humanitaires puissent travailler sans restriction aucune. Il n'y aura pas de riposte efficace sans la participation de ces femmes. C'est non négociable. Troisièmement, financer l'appel humanitaire que j'ai lancé lundi. Nous avons besoin de 23 milliards de dollars pour sauver 87 millions de vies, de nombreuses en Afghanistan. Dans le cas contraire, les humanitaires devront procéder à des coupes claires supplémentaires, ce qui aura des conséquences catastrophiques pour la population afghane. Merci. Je remercie M. Fletcher de